Durant plusieurs mois, Globocom.com par son site www.lelivreaudio.com, proposait sous forme de radio, en ligne aussi présente sur YouTube, les actualités techniques et scientifiques, sous forme donc audio, qui nécessitaient de grands efforts de production. www.techno-science.net nous avait donné une aimable autorisation de l'utilisation de ces textes produits sur son site. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous proposer un nouveau format, toujours basé sur les publications de techno-science.net. Un livre d'environ 200 pages, qui paraîtra 2x par année, en mars et en septembre. Bonne lecture. www.globocom.com www.comic.yolazit.com www.lovecafesvis.com Modèle élégance Impious for Ladies et Commercial Jean. Sapphire Crystal. Stainless Steel Case. Black Latter Strap. Swiss Quartz Mauve. Un year warranty et commercial service center. Swiss Mad. Modèle élégance for Ladies et Commercial Jean. The Swiss Watch Brand, for the Children Swiss Watch, a for marketing goal à continue ou action for to sustain the childhood. La marque de montre suisse, for the Children Swiss Watch, a pour but marketing une action, continue pour un soutien en faveur de l'enfance. Téléphone, ++ 41, 0, 79, 373, 56, 82. globocomoffice@bleu20.ch www.globocom.com Aéronautique. Vendredi 27 février 2015, à 0h07. Des capteurs sans fil au service de la maintenance des avions. Mercredi 11 février 2015, à 0h21. Les pistes circulaires peuvent améliorer le transport aérien. Mardi 3 février 2015, à 0h45. L'avion spatial expérimental X-Fray, pour son vol suborbital. Lundi 15 décembre 2014, à 12h01. Aviation, liste des compagnies aériennes interdites dans l'UE. Dimanche 23 novembre 2014, à 0h05. Un nouveau moyen de transport aérien personnel. Transport. Lundi 19 janvier 2015, à 0h05. Un réseau transeuropéen de transport en 2030. Lundi 5 janvier 2015, à 0h17. L'évolution du trafic maritime mondial révélée par satellite. Mercredi 31 décembre 2014, à 0h09. Faire le plein avec une voiture à hydrogène. Mardi 9 décembre 2014, à 12h09. Le système CAL obligatoire, sur tous les véhicules neufs en 2018. Dimanche 9 novembre 2014, à 0h09. D'une caméra vidéo à une navette sans chauffeur. Espace. Vendredi 27 février 2015, à 0h50. Le 21e siècle de la propulsion spatiale, sera-t-il électrique? Mardi 24 février 2015, à 0h49. Feu vert pour le satellite biomasse de l'ESA. Mercredi 18 février 2015, à 0h20. Les futurs véhicules d'exploration spatiale bénéficieront du riche héritage laissé par l'AF. Samedi 14 février 2015, à 0h05. Direct. L'AF 5 se sépare de la Station Spatiale Internationale le 14 février. Jeudi 12 février 2015, à 12h52. Rosetta, où est Philae et quand se réveillera-t-il? Énergie. Dimanche 1er mars 2015, à 12h27. Communication entre bactéries, et production de biohydrogène. Jeudi 5 février 2015, à 0h18. Des enzymes bactériennes, pour convertir le CO2 en source d'énergie. Mercredi 7 janvier 2015, à 12h47. Les Incas polluaient aussi leur atmosphère. Mardi 6 janvier 2015, à 0h07. Les chutes de tension dans les nouveaux composés pour batteries. Dimanche 4 janvier 2015, à 0h27. Les chercheurs récupèrent la chaleur résiduelle de bas niveau. Multimédia.
Lundi mars 2015 à 0h05. Les nouveaux chiffres de l'Europe numérique. Samedi 28 février 2015, à 0h07. Premier robot à voler au gré du relief grâce à son œil bio-inspiré. Jeudi 26 février 2015, à 12h33. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Mardi 24 février 2015, à 12h38. Un robot endoscopique, pour la chirurgie laser des cordes vocales. Mercredi 18 février 2015, à 12h18. Le cyberdépendant type, a 30 ans et vit chez ses parents. Architecture. Lundi 23 février 2015, à 12h05. Sécurité des infrastructures publiques de grande taille. Jeudi 8 janvier 2015, à 0h23. Mieux planifier les barrages. Jeudi 25 décembre 2014, à 0h21. Le fer, allié de la pierre dès la conception des cathédrales gothiques. Lundi 6 octobre 2014, à 12h02. Évaluation de stratégie d'adaptation de la ville au changement climatique. Publication des résultats du projet. Mardi 17 juin 2014, à 0h07. Solar Décathlon 2014. Projet turc. Mathématiques. Mercredi 8 octobre 2014, à 17h32. Quels sont les liens entre la musique et les mathématiques? Point d'interrogation. Vendredi 15 août 2014, à 14h10. Rentrée des classes 2014. Le choix de la calculatrice. Mercredi 13 août 2014, à 12h02. Un Français et une femme, parmi les lauréats de la médaille Field. Mercredi 4 juin 2014, à 0h15. Po, pi. Mercredi 14 mai 2014, à 0h09. Mieux courir grâce aux mathématiques. Physique. Les titres physiques sur votre site. Lundi 2 mars 2015, à 0h49. Les systèmes du LHC se préparent au redémarrage avec faisceau. Jeudi 26 février 2015, à 12h50. Interrupteur atomique pour plaques solaires, et ordinateur quantique. Jeudi 26 février 2015, à 0h42. Accélérateur SPS et LHC, Saturne pour l'Argon. Mercredi 25 février 2015, à 12h53. Les expériences LHC se préparent à redémarrer. Mercredi 25 février 2015, à 0h07. Nanoparticules, plus elles sont petites plus elles collent entre elles. Astrophysique. Mercredi 18 février 2015, à 12h17. Planck, un désaccord avec le fond diffus cosmologique. Mardi 17 février 2015, à 0h29. Action. Nouvelles données sur la nature de la matière noire. Vendredi 13 février 2015, à 0h45. La longévité des galaxies spirale à 2 barres enfin expliquée. Vendredi 6 février 2015, à 12h56. Planck dévoile le côté dynamique de l'univers. Samedi 31 janvier 2015, à 0h17. Planck et Bicep 2/Keck impose une limite des ondes gravitationnelles. Astronomie. Samedi 28 février 2015, à 0h29. Un chaînon manquant de l'évolution minéralogique du système solaire. Vendredi 27 février 2015, à 17h39. VLT. Au-delà de Hubble, Muse dessine l'image 3D de l'univers lointain. Jeudi 26 février 2015, 0h23. Sommes-nous seuls dans l'univers? On le saura bientôt. Jeudi 19 février 2015, à 0h44. L'étrange mystère de la naine manquante. Dimanche 15 février 2015, à 0h33. Les régions du noyau de 67P/Churyumov-Gerasimenko. Vie et terre. Dimanche 1er mars 2015, à 0h05. La propagation des pathogènes dans les cultures mieux expliquée. Vendredi 27 février 2015, à 12h17. Les ruminants européens ont disparu il y a 24,5 millions d'années.
Mercredi 25 février 2015, à 12h05. Nouvel espoir dans la lutte contre la douleur. Mercredi 25 février 2015 à 0h04. Comment les hippopotames ont divergé des cétacés. Mardi 24 février 2015, à 12h38. Un commentaire. Un robot endoscopique, pour la chirurgie laser des cordes vocales. Autre sujet. Mardi 10 février 2015, à 0h46. Magicien, choisissez une carte, n'importe laquelle. Mercredi 7 janvier 2015, à 12h47. Les Incas polluaient aussi leur atmosphère. Jeudi 1er janvier 2015 à 15h50. Techno-science.net vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. Lundi 29 décembre 2014, à 0h01. Les 10 premières percées scientifiques de 2014 pour Science. Jeudi 25 décembre 2014, à 0h05. Rosetta détecte un vaisseau non identifié. Joyeux Noël. Aéronautique. Posté par Isabelle le vendredi 27 février 2015 à minuit. Des capteurs sans fil au service de la maintenance des avions. FleetViz maintenance aéronautique. A340. Illustration. techno-science.net/JYB. Entretien avec Jean-Dominique de Cotigny, coordinateur du projet FleetViz, qui a conçu un nouveau système de capteurs, sans fil pour surveiller l'état des avions européens. Le projet FleetViz a mis au point de nouveaux capteurs sans fil, pour assurer une surveillance continue des avions européens. Le nouveau système, qui devrait réduire les coûts et le poids, sera commercialisé dans les 3 prochaines années. En 2013, dans l'UED 28, environ 842 millions de personnes ont effectué un trajet en avion. Ce n'est donc pas une surprise, si l'état des avions est surveillé en permanence, et si les réglementations sont sans cesse revues et améliorées en se basant sur les dernières connaissances scientifiques et techniques. De fait, l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs, sinon le plus. En contrepartie, la surveillance de l'état d'un avion est coûteuse et prend du temps. La maintenance représente en général 10 à 20% du coût opérationnel d'un avion, et l'ensemble de capteurs câblés, qui surveillent les moteurs, la cellule, les structures, les engrenages et autres composants, ne fait rien pour diminuer les coûts. Le projet FleetViz, Fleet Instrumentation Test Wireless Sensor, financé par l'UE, a été lancé pour éliminer ce câblage, et passer à un réseau de capteurs sans fil, utilisant une interface radio pour communiquer. Achevé en décembre, ce projet s'inscrivait dans l'initiative technologique conjointe, IC-CLAN-SKY, Ciel propre, un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l'industrie aéronautique, pour réduire l'impact de l'aviation sur l'environnement. Jean-Dominique de Cotigny a coordonné le projet au nom du CSEM. Dans cet entretien exclusif, pour le magazine Resir Astérisque, consacré aux résultats, il explique quels sont les progrès techniques réalisés par FleetViz, et les avantages pour le secteur. Quels sont les principaux objectifs du projet? FleetViz a été lancé, pour mettre au point un système, sans fil auquel peuvent être reliés des capteurs acoustiques et de pression, tout en restant ouvert à d'autres types de capteurs, et capable d'effectuer des mesures continues, pendant les vols d'essai. Les travaux ont conduit à 2 études de cas. Le premier est un M1 de capteur sans fil, totalement intégré et destiné aux mesures acoustiques le long du fuselage d'un avion. Il se présente sous la forme d'un disque souple, et il est conçu pour être appliqué sur le revêtement de l'avion, et supporter les conditions difficiles des vols d'essai. Épais d'au plus 3 mm, il contient le capteur acoustique, le système de communication, le stockage et l'alimentation, pour une campagne de 12 heures. Ces batteries ultra minces peuvent être rechargées sans fil, par couplage inductif, et il peut échantillonner jusqu'à 50 kHz, avec un décalage maximal de 50 ms, dans le rôle d'attache de 2 N. Le second cas d'utilisation faisait partie du développement et des tests d'une nouvelle génération de moteurs à d'hélices non carénées à rotation inverse, plus respectueuses de l'environnement que les turboréacteurs classiques. Dans ce contexte, le projet s'est limité au démonstrateur. Le N1 capteur est totalement autonome, en termes d'alimentation, avec un récupérateur d'énergie par induction, spécialement conçu.
il peut acquérir des données depuis 8 capteurs, avec une précision de synchronisation inférieure à 0,05 degrés, pour la position de l'hélice. Quelles sont les principales contraintes des réseaux câblés de capteurs? Ces réseaux câblés servent actuellement à surveiller les moteurs, structures, boîtes d'engrenage, etc. La conception du positionnement du capteur, et son installation sont délicates, et donc coûteuses. En outre, l'installation prend du temps, un inconvénient majeur, pour les installations temporaires. Et dans certains cas, par exemple pour des éléments mobiles, l'utilisation de capteurs câblés est très difficile. Vous affirmez que les capteurs, sans fil réduiront les coûts. Pouvez-vous expliquer davantage? Un réseau de capteurs sans fil, avec des interfaces radio, promet d'apporter des avantages sans précédent. Il réduira le coût du câblage des capteurs ainsi que le poids de l'avion, en éliminant une grande partie des câbles. Il apporte aussi bien plus de souplesse d'installation dans un avion, éliminant la nécessité de revoir la conception du câblage pour les données. Tous ces avantages sont certainement parmi les arguments majeurs, en faveur de certains programmes de l'initiative Clean Sky, comme Smart Fixed Wing Aircraft. En termes d'efficacité, quels sont les avantages de votre système, pour l'industrie aéronautique? Outre la réduction du coût, et du poids qui vient d'être mentionné, le système nous permet d'installer des capteurs quasiment partout dans un avion, et donc de mesurer divers types de phénomènes, chaleur, contraintes, etc., au plus près de leur source. Ceci peut améliorer les tests, et la maintenance des avions. Quels ont été les principaux obstacles rencontrés durant le projet, et comment les avez-vous surmontés? Les principales difficultés ont été de réaliser l'électronique et les systèmes de récupération d'énergie capables de supporter de très fortes accélérations, et des températures extrêmes, élevées ou basses, un système de communication, avec une très faible consommation, et résistant aux interférences et au brouillage radio, un dispositif très compact et mince, avec toutes les fonctions sans fil, et conçu pour être apposé sur le revêtement, et une méthode pour synchroniser les mesures des capteurs des divers N. Nous y sommes parvenus grâce à notre équipe pluridisciplinaire, et à une approche soigneuse d'ingénierie simultanée. L'Imperial College est spécialisé dans la récupération, et le stockage d'énergie, CERMA Ingénierie est un expert de l'électronique aéronautique, et le XEM est expérimenté dans l'électronique basse consommation, les protocoles sans fil, et l'alimentation sans fil. La récupération d'énergie a nécessité un nouveau système, basé sur l'induction magnétique. Le protocole de communication a été amélioré, pour réduire davantage la consommation, en s'adaptant en permanence à la phase opérationnelle de l'avion. La miniaturisation a été possible grâce à réduction de la consommation, associée à l'optimisation du stockage de l'énergie, et à une électronique hautement intégrée. Enfin, la synchronisation s'est appuyée sur une sélection très soigneuse des composants, et une implémentation embarquée. Quand pensez-vous commercialiser le système? Le secteur visé est celui de l'aéronautique, où les cycles de développement, et de certification, vont de 5 à 10 ans, le système sera donc commercialisé dans les 2 à 3 ans. Quelles sont les prochaines étapes du projet, et avez-vous envisagé un suivi après son achèvement? Le système doit réussir les vols d'essai, avec l'aide de l'approbateur, Airbus Opération. Ceci est prévu en 2015. Les prototypes seront ensuite industrialisés, en vue d'une production en série. La technique sera développée davantage pour améliorer les performances, en termes d'échantillonnage, de bande passante et de protection contre le brouillage. Aéronautique. Posté par Isabelle le mercredi 11 février 2015 à minuit. Les pistes circulaires peuvent améliorer le transport aérien. Transport aérien aéroport piste circulaire. L'idée d'une piste circulaire pourrait révolutionner le transport aérien, en diminuant la durée de vol, et donc les coûts en carburant, et en améliorant le rendement des aéroports. Depuis l'invention des avions, la conception des pistes d'aéroport n'a quasiment pas changé. Le projet Endless Runway, The Endless Runway, a proposé un concept révolutionnaire, celui d'une piste circulaire entourant l'aéroport. Ce type de piste permettrait aux avions de décoller dans n'importe quelle direction, et d'atterrir depuis toutes les directions, ce qui raccourcirait les trajectoires, éviterait les croisements de pistes, et faciliterait l'atterrissage par tout type de temps. L'équipe du projet a proposé une piste circulaire de 1,5 à 2,5 km de rayon,
qui permettrait d'adapter plus rapidement les aéroports actuels. La piste serait large de 400 mètres, établissant un équilibre entre la contrainte des forces centrifuges et les aspects liés à la sécurité. Point intéressant, plusieurs avions pourraient utiliser en même temps une telle piste de 10 km. Pour atteindre ces objectifs, le projet a évalué 3 modèles opérationnels. Le premier était conçu pour des scénarios à vent faible, où n'importe quelle partie du cercle peut être utilisée dans n'importe quelle direction. Le deuxième reposait sur un scénario de vent fort, similaire à un aéroport équipé de 2 pistes parallèles. Enfin, le troisième modèle prenait en compte des vents changeants, impliquant une séquence de l'avion se déplaçant graduellement en fonction de la direction du vent. En tenant compte de ces scénarios, l'équipe a établi que le concept pourrait raccourcir de 10% le décollage et l'atterrissage, par rapport aux pistes droites. Le modèle promeut des opérations plus durables, qui ne dépendent pas toujours du vent, et une utilisation totale du terrain moins importante que celle des aéroports conventionnels. Même si les coûts de construction seront de 10 à 60% plus élevés, le concept offre des avantages, en termes de raccourcissement des trajectoires, de temps de roulement au sol, et de capacité continue, ce qui le rend idéal pour augmenter la capacité aérienne dans le monde. Endless Runway a démontré la faisabilité du projet de piste circulaire, mettant en lumière ses avantages, ses exigences et ses perspectives. Si les aéroports européens passent à ce type de modèle, ils pourraient réaliser d'importantes économies de carburant et rationaliser le transport aérien. Le transport aérien en Europe a donc d'intéressantes perspectives devant lui. Pour plus d'informations voir Projet Endless Runway. Espace. Posté par Adrien le mardi 3 février 2015 à minuit. L'avion spatial expérimental XF prêt pour son vol suborbital. Avion spatial XF lanceur VGA. Le véhicule expérimental intermédiaire, XF, de l'ESA est prêt à être lancé le 11 février prochain à 13h TU, 14h heure de Paris, en vue d'effectuer sa mission de rentrée. Il sera placé au sommet d'un lanceur VGA, qui décollera du port spatial de l'Europe à Kourou, Guyane française. Les représentants des médias sont invités à suivre ce lancement en ligne, ou à participer à divers événements organisés en Italie, en Allemagne ou en Espagne. Cette mission XF permettra de tester des technologies et des systèmes de pointe destinés à doter l'Europe d'une capacité de rentrée indépendante préfigurant des systèmes de transport spatial réutilisables. Elle devra valider des concepts de corps portant, qui combinent la simplicité d'une capsule et les performances d'un véhicule à voilure présentant une contrôlabilité et une manœuvrabilité excellentes, pour assurer un atterrissage de précision. L'ESA a développé des moyens qui lui permettent de placer des satellites en orbite, de réaliser un amarrage automatique, avec des cibles coopératives ou non coopératives, et même d'effectuer un atterrissage sur des objets célestes qui se trouvent aux confins de notre système solaire. Avec la maîtrise des techniques de retour automatique depuis une orbite spatiale et d'atterrissage en douceur, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvrira pour l'ESA. En effet, ces techniques sont essentielles pour les étages de lanceurs réutilisables, le retour d'échantillons d'autres planètes, et le retour d'équipage depuis l'espace, ainsi que pour les futures missions d'observation de la Terre, de recherche en microgravité, de maintenance de satellites, et pour les opérations de fin de vie des satellites. Les premiers résultats de ce vol devraient être communiqués environ 6 semaines après la mission. Ces résultats viendront appuyer le programme de démonstrateur orbital réutilisable européen, PRID, qui fait l'objet d'études grâce à un financement décidé lors des 2 dernières conférences ministérielles de l'ESA. C'est le lanceur léger VGA, développé par l'Europe, qui placera sur orbite l'avion spatial réutilisable PRID, lequel pourra réaliser un atterrissage automatique sur piste. Lancement et rentrée dans l'atmosphère. Une fois séparé de VGA à une altitude de 320 km au-dessus de la Terre, l'XF, qui mesure 5 mètres de long, pour un poids de 2 tonnes, rejoindra une altitude d'environ 450 km, avant d'entamer sa rentrée. Les nombreux capteurs de tous types, dont il sera muni enregistreront un volume de données considérable. Après avoir effectué des manœuvres de décélération le faisant passer d'une vitesse hypersonique à une vitesse supersonique, l'XF déploiera un parachute multi-étage, qui ralentira encore davantage sa descente. Des ballons de flottaison l'empêcheront de couler après son amérissage dans l'océan Pacifique, où un navire viendra le récupérer pour le soumettre à une analyse détaillée.
L'ensemble du vol durera environ 1h40. Une entreprise à l'échelle de l'Europe. Le maître d'œuvre de l'X-Fetal, Alania Space Italia, qui est assisté par une quarantaine d'autres entreprises européennes. Le contrôle de la mission sera assuré par Altec, Advanced Logistics, Technology Engineering Centre, depuis Turin, Italie. Aéronautique. Posté par Isabelle le lundi 15 décembre 2014 à midi. Aviation, liste des compagnies aériennes interdites dans l'UE. Aviation liste noire Europe. La Commission actualise la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction de restriction d'exploitation dans l'Union européenne. La Commission européenne a actualisé la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction ou de restriction d'exploitation dans l'Union européenne. Toutes les compagnies aériennes libyennes sont désormais inscrites sur cette liste et interdites de vol dans l'espace aérien européen. Aucune décision de retrait de pays de la liste n'a été prise. La nouvelle liste est disponible sur le site web de la Commission. Madame Violeta Bulc, commissaire pour les transports, a déclaré à ce sujet. À la suite des événements survenus récemment en Libye, l'autorité de l'aviation civile n'est plus en mesure de remplir ses obligations internationales, en ce qui concerne la sécurité du secteur libyen de l'aviation. En matière de transport aérien, ma priorité est de garantir la sécurité des passagers, qui n'est pas négociable. Nous sommes néanmoins disposés à aider le secteur libyen de l'aviation dès que la situation sur le terrain le permettra. Par ailleurs, je suis heureuse de constater que des progrès ont été accomplis par un certain nombre de pays, dont les transporteurs figurent sur la liste, notamment les Philippines, le Soudan, le Mozambique et la Zambie. J'espère que ces progrès pourront déboucher sur une décision positive à l'avenir. Pour 21 pays, tous les transporteurs aériens certifiés, soit 308 au total, font désormais l'objet d'une interdiction totale d'exploitation dans l'UE. Ces 21 pays sont les suivants: Afghanistan, Angola, Bénin, République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Gabon, à l'exception de 3 transporteurs, qui sont soumis à des conditions et à des restrictions d'exploitation. Indonésie, à l'exception de 5 transporteurs. Kazakhstan, à l'exception d'un transporteur, qui est soumis à des conditions et à des restrictions d'exploitation. Kirghizistan, Libéria, Libye, Mozambique, Népal, Philippines, à l'exception de 2 transporteurs. Sierra Leone, São Tomé et Principe, Soudan et Zambie. La liste comporte également 2 transporteurs isolés, Blue Wing Airlines, Suriname, et Meridian Airways, Ghana, ce qui fait un total général de 310 transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'UE. La liste inclut en outre 10 transporteurs faisant l'objet de restrictions d'exploitation, en vertu desquelles ils ne peuvent organiser de vol à destination de l'Union, qu'avec certains types d'appareils spécifiquement mentionnés: Air Astana, Kazakhstan, Afrijet, Gabon Airlines et SN2AG, Gabon, Air Koryo, République populaire démocratique de Corée, Airlift International, Ghana, Air Service Comores, Air, Iran, Tagangolan Airlines, Angola, et Air Madagascar, Madagascar. Contexte. La décision de la Commission est fondée sur l'avis unanime du Comité de la sécurité aérienne de l'UE, qui s'est réuni les 25 et 26 novembre 2014, et elle est conforme au règlement, ce numéro 2111 à 2005. Elle a reçu un avis favorable du Parlement européen et du Conseil des ministres. La version authentique de la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction ou de restriction d'exploitation dans l'Union européenne est jointe en annexe au règlement de la Commission, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction ou de restriction d'exploitation dans l'Union européenne, figurent des compagnies aériennes qui ne sont pas jugées en mesure de respecter les normes internationales de sécurité aérienne, ou dont les autorités de l'aviation civile ne sont pas jugées en mesure d'exercer la nécessaire surveillance de la sécurité que prévoient les règles internationales en matière de sécurité aérienne. Les compagnies aériennes inscrites sur cette liste ne sont pas autorisées à exercer des activités à destination de l'UE, à l'exception de certaines d'entre elles, qui ne peuvent le faire qu'à des conditions très strictes. La liste sert également à mettre en garde les passagers qui se rendent dans d'autres parties du monde. Le Comité de la sécurité aérienne de l'UE est composé d'experts en matière de sécurité aérienne de la Commission,
de chacun des 28 États membres de l'UE, ainsi que de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ESA. Le secteur de l'aviation emploie directement et indirectement 5,1 millions de personnes en Europe. Il génère quotidiennement 1 milliard d'euros de PIB, échanges commerciaux et tourisme. Avec 450 aéroports empruntés par plus de 800 millions de passagers, et 150 compagnies aériennes régulières, l'Union européenne est un acteur majeur du marché mondial de l'aviation, dont elle détient un tiers. Elle compte quelques-uns des plus grands transporteurs, et des plus grands aéroports mondiaux. Elle est leader dans la construction d'aéronefs, et de moteurs et dans la recherche, et les technologies, en matière de gestion du trafic aérien. Depuis 1992, le nombre de ces vols intérieurs a plus que doublé. Les vols assurés par plusieurs compagnies aériennes ont été multipliés par 4. Et les passagers sont satisfaits. Sur cette période, leur nombre a cru de 300%. Pour plus d'informations voir liste des compagnies aériennes interdites de vol dans l'UE. Aéronautique. Posté par publication le dimanche 23 novembre 2014 à minuit. Un nouveau moyen de transport aérien personnel. PAV moyen aérien personnel. La gestion de la circulation routière et la croissance prévue du trafic dans les prochaines décennies posent un défi majeur. Il devient essentiel de trouver des solutions qui étendent les moyens de transport individuels au-delà du circuit routier. La solution optimale consisterait à créer un système de transport aérien personnel, PAV, pouvant surmonter les coûts environnementaux et financiers liés à l'ensemble de nos méthodes actuelles de transport. Ce système pourra être utilisé par le grand public pour circuler de son lieu d'habitation à son travail, voyager, et voler à basse altitude dans des environnements urbains. Vue d'artiste du concept PAV. Illustration, Micopté. Ces PAV devraient être entièrement ou partiellement autonomes, sans nécessiter le contrôle de la circulation aérienne au sol. En outre, ils devront fonctionner en dehors de l'espace aérien contrôlé afin de ne pas perturber le trafic aérien actuel, et devront par la suite être intégrés dans la prochaine génération de l'espace aérien contrôlé. Le pilotage devra être simple et intuitif, contrairement à l'hélicoptère, qui demande aujourd'hui un pilotage complexe, et exige une longue formation. L'idée est d'installer un volant à la place des commandes habituelles d'un hélicoptère. Vue d'artiste du cockpit du PAV. Illustration, Micopté. Avec ce volant, la commande cyclique, qui est responsable du mouvement autour de l'axe longitudinal, roulis, et autour de l'axe transversal, tangage, est supprimée. Au lieu de cela, le pilote peut se diriger en vol, en tournant le volant dans la direction souhaitée, un levier reste exclusivement pour l'altitude. Alternativement, l'altitude pourra être contrôlée, via des palettes de commandes sur le volant. Sont prévues également des pédales comme sur une voiture, pour accélérer et freiner et aussi pour rester en vol stationnaire. En outre, un commutateur à 8 voies, permettra via le volant le vol en marche, arrière et le vol de côté. Le volant a été testé en simulation. La prochaine étape comprendra les essais, en vol réel sur l'hélicoptère de recherche du DLR, centralement pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Le projet comprend aussi l'introduction de nouvelles technologies d'automatisation, pour l'évitement d'obstacles, la planification du trajet, le vol en formation, et la détection automatique d'air d'atterrissage. Bianca chuchote sur le simulateur d'hélicoptère, avec commande au volant du DLR. Illustration, DLR. Le développement de ce projet comprend également des modèles de vol dynamique. Pour cela le DLR étudie un écran autoroute dans le ciel, pour véhicules de vol individuels. Une sorte d'aide à la navigation intuitive, pour les pilotes des PAV, a déclaré Bianca Chuchart. Un affichage présente aux pilotes des lignes visuelles affichant un tunnel virtuel, qui spécifie la trajectoire de vol optimale. X135 du DLR, sur lequel les essais en vol, seront exécutés. Pour plus d'informations voir Project Micopté Zoom, individuel Enlofwerker. Micopté. Auteur de l'article, Aaron Brand. Transport. Posté par Isabelle le lundi 19 janvier 2015 à minuit. Un réseau transeuropéen de transport en 2030. Réseau de transport infrastructure Europe. Cliquez ici pour agrandir. La Commission définit les priorités en matière d'infrastructure et les besoins d'investissement, pour le réseau transeuropéen de transport, route, jusqu'en 2030.
la Commission européenne publie 9 études sur l'état d'avancement des corridors du réseau central routier et sur leurs besoins de développement. Ces études mettent en évidence les besoins de développement, en matière d'infrastructures, lesquels représentent près de 700 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2030. Elles soulignent l'importance d'optimiser l'utilisation des infrastructures situées le long de ces corridors, notamment grâce à des systèmes de transport intelligents, une gestion efficace, et la promotion de solutions de transport non polluantes tournées vers l'avenir. C'est la première fois que des dizaines de milliers de kilomètres de voies ferrées, de routes, de liaisons par voie navigable, des ports, des aéroports et d'autres terminaux de transport, font l'objet d'une étude aussi approfondie et selon une méthodologie commune. Madame Violeta Bulc, commissaire européenne pour les transports, a déclaré: Nous devons redoubler d'efforts pour faire en sorte que le réseau central soit pleinement opérationnel d'ici 2030, afin d'assurer la bonne circulation des passagers et des marchandises dans l'ensemble de l'Union. C'est maintenant qu'il faut investir dans les projets routiers et tirer pleinement parti du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, MI, et du plan d'investissement de 315 milliards d'euros, proposé par la Commission. Après tout, le réseau transeuropéen de transport est capital pour l'Union, si elle veut créer davantage de croissance, d'emploi et de compétitivité. Alors que l'Europe sort lentement de la crise économique, nous avons besoin d'une union interconnectée, sans frontières, afin de faire prospérer notre marché unique. Pour chaque corridor de transport transeuropéen, dirigé par un coordonnateur européen, une équipe d'experts extérieurs a mené une étude très approfondie. Ces experts ont analysé l'état actuel des infrastructures, repéré des problèmes entravant la fluidité des trafics de passagers et de marchandises et défini des mesures à mettre en œuvre d'ici à 2030. Les résultats de ces études peuvent être consultés ici. Ils comprennent notamment des listes préliminaires de projets visant à l'achèvement de liaisons transfrontalières, et d'autres liaisons faisant défaut, à la suppression des goulets d'étranglement, à l'interconnexion des modes de transport, et au renforcement de l'interopérabilité notamment ferroviaire. Prochaines étapes. Il sera tenu compte des résultats de ces études, lorsqu'il sera décidé de l'allocation des fonds européens, pour la période 2014-2020, au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. En particulier, la réserve de projets, découlant de ces études, sur les corridors constitue une importante source, pour le plan d'investissement européen de 315 milliards d'euros, publié en novembre 2014 par la Commission. Dans ce contexte, cette dernière a également mandaté l'ancien vice-président de la Commission européenne, M. Henning Christophersen, ainsi que les coordonnateurs européens messieurs Kurt Bodevig et Carlo Secchi afin de recenser des projets routes concrets de nature à contribuer au nouveau plan d'investissement. Ils ont conjointement publié un rapport intermédiaire et exposé leur stratégie au ministre des Transports de l'Union lors du Conseil Transport, le 3 décembre 2014. Au printemps 2015, les coordonnateurs européens soumettront au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, un plan de travail sur le corridor, dont chacun est responsable. Ces plans de travail, qui orienteront le développement à venir de ces corridors, seront élaborés à partir des études publiées ce jour, et devront être approuvés par les États membres directement concernés. Le trio Christophersen-Bodevig-Secchi présentera également son rapport définitif au printemps 2015. Contexte. Le réseau central comprendra 94 grands ports européens reliés au réseau ferroviaire et routier, 38 aéroports de premier plan reliés aux grandes villes par liaison ferroviaire, 15 000 km de lignes ferroviaires aménagées pour la grande vitesse, 35 projets transfrontaliers visant à réduire les goulets d'étranglement. Cet ensemble constituera le poumon économique du marché unique, en ce qu'il permettra une libre circulation véritable des marchandises et des personnes sur le territoire de l'Union. Pour plus d'informations, voir site web de la Direction générale de la mobilité et des transports. Transport. Posté par Isabelle le lundi 5 janvier 2015 à minuit. L'évolution du trafic maritime mondial révélée par satellite. Trafic maritime mondial satellite. Le trafic maritime a connu une croissance sans précédent depuis le début de cette année 1990. C'est la principale conclusion d'une étude publiée par l'IFREMER, le journal Geophysical Research Letter, reposant sur l'analyse de 20 ans de données satellites.
l'océan Indien connaît l'augmentation la plus marquée, avec une hausse du trafic de l'ordre de 300% en 20 ans. Principale route maritime d'après les trajets des navires, en juillet 2011 équipés du système en vert, en rouge les zones ayant eu plus de 50 navires en un mois, en orange entre 49 et 15, en vert entre 14 et 5, en bleu pâle moins de 4. Illustration, United States Coast Guard, en V. L'utilisation des données satellites. Le trafic maritime est la cause principale de pollution atmosphérique en océan ouvert. Ainsi sur la route Sri Lanka-Sumatra-Chine, une des plus fréquentées au monde, la concentration atmosphérique, en O2 mesurée par satellite, a augmenté de 50%, entre 1997 et 2010. En pleine mer, les bateaux constituent le vecteur majeur de pression anthropique sur le milieu, que ce soit en termes de pollution atmosphérique et sonore, important pour les mammifères marins notamment, ou d'impact sur les écosystèmes. Il est donc primordial de pouvoir quantifier aussi précisément que possible l'évolution du trafic. Notre étude est la première, qui présente un état des lieux mondial de la navigation maritime sur une longue période, explique l'auteur de la publication, Jean Tournadre, chercheur au laboratoire d'océanographie spatiale du Centre Ifremer-Bretagne à Brest. Ce niveau d'analyse a été rendu possible grâce à l'altimétrie satellite, technique radar habituellement utilisée pour mesurer par satellite le niveau de la mer, les courants océaniques, et la topographie du fond de l'océan. Pour étudier les icebergs, nous utilisons déjà une méthode similaire de traitement des données de mission altimétriques passées et présentes. Nous avons réalisé que nous pouvions aussi utiliser ces données altimètres, pour analyser l'évolution du trafic des navires, et donc de la pression anthropique sur l'océan, souligne Jean Tournadre. Une hausse du trafic qui s'accélère. Sur la période 1992 à 2012, l'analyse des données de 7 satellites montre une forte augmentation du trafic maritime. La densité de bateaux, c'est-à-dire leur présence en mer, a pratiquement quadruplé. La pression s'est particulièrement accrue dans l'océan Indien, notamment dans le golfe du Bengale, et la mer d'Arabie et dans les mers de Chine, constate le chercheur. Dans les autres bassins, en particulier l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord et la Méditerranée, la hausse est certes moins forte, mais reste comprise entre 100% et 200%. Toutes les routes maritimes, même celles des bateaux de croisière, entre l'Europe et les Caraïbes, connaissent une croissance significative. Seule exception le large de la Somalie, où la piraterie a pratiquement stoppé le trafic depuis 2006. Les données satellites permettent une analyse fine de l'évolution de la densité de bateaux. Ces données illustrent également le changement du rythme de croissance de l'ordre de 6%, entre 1992 et 2002, jusqu'à 8% à 10%, par an entre 2002 et 2012, ainsi que la quasi-stagnation durant la crise économique de 2008 à 2009, remarque Jean Tournadre. Pour plus d'informations voir, The Growth of Ship Traffic Revealed, by Altimte Data Analysis. Transport. Posté par Isabelle le mardi 9 décembre 2014 à midi. Le système ECAL obligatoire, sur tous les véhicules neufs en 2018. ECAL Automobile 112. Un accord entre le Parlement et le Conseil conclu lundi, sur le système d'appel d'urgence automatique dans les voitures a été soutenu en commission du marché intérieur jeudi. En cas d'accident, le système, ECAL, utiliserait le numéro 112, pour appeler automatiquement les services d'urgence, pour qu'ils puissent se rendre plus rapidement sur le lieu de l'accident, et ainsi sauver des vies. Selon l'accord, tous les nouveaux modèles de voitures devraient être équipés d'ECAL à partir du 31 mars 2018. Trop de personnes perdent la vie sur les routes de l'UE. Le système ECAL contribuera à améliorer la sécurité routière, en permettant aux services d'urgence de localiser les lieux de l'accident, et d'atteindre plus rapidement les victimes. En tant que service public, ECAL sera gratuit, pour tous les citoyens, quel que soit le véhicule qu'ils conduisent et son prix. Grâce aux nouvelles dispositions, ECAL fonctionnera uniquement comme un appareil de sécurité. Il sera illégal de l'utiliser pour surveiller les déplacements d'un véhicule, ou pour utiliser à mauvais escient les données relatives à la localisation, qui devront uniquement être envoyées au service d'urgence, a déclaré le rapporteur Olga Senalova, SC Commercial D, CZ. Tous les ans, les services d'urgence au sein de l'UE sont confrontés à des accidents de la route. En 2013, ces accidents ont coûté la vie à 26 000 personnes.
Le système ECAL embarqué utilise la technologie d'appel d'urgence 112, pour prévenir automatiquement les services de secours, en cas d'accident grave de la route. Ces services pourront ainsi immédiatement décider du type, et de l'ampleur de l'opération de secours nécessaire, ce qui leur permettra d'arriver plus rapidement sur les lieux de l'accident, de sauver des vies, d'atténuer la gravité des blessures, et de réduire le coût des embouteillages. Illustration, Europa. Données à caractère personnel, pas de surveillance des véhicules. Les députés ont renforcé la clause, sur la protection des données dans le projet de législation, dans le but d'éviter la surveillance des véhicules équipés du système ECAL, avant qu'un accident ne survienne. Selon l'accord conclu, l'appel automatique transmettrait seulement au service d'urgence des données de base minimum, comme le type de véhicule, le carburant utilisé, l'heure et le lieu exact de l'accident. Par ailleurs, les députés ont modifié le projet législatif, pour veiller à ce que les données collectées par les centres d'urgence, ou leurs services partenaires, ne soient pas transférées à des parties tierces, sans l'accord explicite de la personne concernée. Les fabricants devront également s'assurer que la conception de la technologie ECAL permette d'effacer totalement et de façon permanente les données collectées. Des informations claires, sur le traitement des données ECAL, devraient être incluses dans le manuel d'utilisation du propriétaire de la voiture et disponibles en ligne, selon les députés. Autre système. Certains fabricants offrent déjà des services de type ECAL aux conducteurs, par le biais de centres d'appel privés. C'est pourquoi l'accord prévoit la coexistence de deux systèmes, ECAL public et ECAL soutenu par des services tiers, à condition que le numéro d'appel d'urgence 112 soit automatiquement disponible dans le cas où l'appel ECAL pris en charge par des services tiers ne fonctionne pas et à condition que le propriétaire du véhicule puisse, à tout moment, opter pour les services ECAL publics plutôt que privés. Illustration, Europa. Disponible à partir du printemps 2018. Tous les nouveaux modèles de voitures particulières, et de véhicules utilitaires légers, devront être équipés du système ECAL dès le 31 mars 2018. Les 3 années suivantes, la Commission européenne évaluera si ECAL devrait être étendu à d'autres véhicules tels que les bus, les cars ou les poids lourds, affirme le texte de l'accord. Illustration, Europa. Prochaines étapes. L'accord, adopté par 30 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, doit désormais être approuvé formellement par tous les États membres de l'UE, et le Parlement dans son ensemble, probablement en mars 2015. Pour plus d'informations voir http://www.techno-science.net/point d'interrogation onglet égale news et commercial news égale 12485 http://www.techno-science.net/point d'interrogation onglet égale news et commercial news égale 1767 Transport. Posté par Isabelle le dimanche 9 novembre 2014 à minuit. D'une caméra vidéo à une navette sans chauffeur. Robot véhicule sans chauffeur. Un nouveau type de navette sans chauffeur a été mis au point grâce à une technologie innovante de guidage par vision artificielle qui permet une localisation fiable et peu coûteuse du véhicule sur la chaussée. Cette technologie, basée sur l'utilisation de simples caméras vidéo, a été développée par des chercheurs de l'Institut Pascal, CNRS/Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand/IFMA. 1. Elle est au cœur de la navette autonome, et dit développée par l'IG Group. 2. Qui sera dévoilée, lors du Michelin Challenge Bibendum à Chengdu, Chine, du 11 au 14 novembre 2014. La navette EDIS Copyright I5000. Depuis les années 2000, de nombreuses sociétés cherchent à rendre autonomes les voitures à partir de technologies coûteuses et parfois peu fiables. 3. Les chercheurs de l'Institut Pascal ont décidé, en 2003, de travailler sur la conduite automatique de véhicules électriques urbains à partir de simples caméras vidéo. La technologie développée est fondée sur 2 étapes. La première a pour objectif de repérer, dans une vidéo acquise lors d'un trajet initial réalisé en conduite manuelle, tous les points remarquables de l'environnement au voisinage de la trajectoire effectuée. La seconde correspond au mode automatique au cours duquel le véhicule contrôle en permanence sa trajectoire, afin que les images délivrées par les caméras embarquées correspondent le plus possible à la séquence filmée initialement. La vidéo initiale joue donc le rôle d'un rail virtuel, que doit respecter le véhicule, lors de sa circulation en mode autonome. Depuis 2006, les chercheurs de l'Institut Pascal
en collaboration avec l'Igier Group, mettent au point des navettes automatiques, sans chauffeur permettant de transporter jusqu'à 10 personnes à la façon d'un ascenseur horizontal, pour de courts déplacements, de l'ordre du kilomètre. Ces véhicules, qui ont vocation à être déployés sur des sites dédiés, industries, aéroports, parcs d'attractions, etc., sont capables de gérer des obstacles grâce à des télémètres laser installés aux 4 coins du véhicule. La navette est ainsi capable de détecter la présence d'un obstacle à 50 mètres de distance, et par ce biais d'adapter sa vitesse, ou même de s'arrêter en fonction du danger potentiel. Les chercheurs comptent désormais s'intéresser à la gestion d'une flotte de 5 véhicules, sur le centre de technologie Europe Michelin site de la Doue. Leur objectif, faire face, en temps réel, à des demandes multiples, et potentiellement synchronisées, par l'intermédiaire de bornes d'appel, ou de smartphones et cela sur un site industriel étendu, à la manière d'un taxi automatique. Cette technologie de localisation, fiable et peu coûteuse, sera dévoilée lors du Michelin Challenge Bibendum à Chengdu, Chine, du 11 au 14 novembre 2014. Équipée d'une rampe d'accès, pour personnes à mobilité réduite, la nouvelle navette E10 se verra alors confier le transport des visiteurs en toute autonomie. Note 1. Dans le cadre du laboratoire d'excellence CIMOP 3. 2. Elle est commercialisée par la société i5000, une joint venture entre l'Igier et Robosoft Technologies. 3. Exemple. Les GPS différentiels, différents des GPS de voitures utilisés couramment, ne sont pas toujours fiables notamment en centre-ville, où les signaux des satellites rebondissent sur la façade des bâtiments. Ce phénomène conduit à des calculs de localisation erronés. Posté par Adrien le vendredi 27 février 2015 à minuit. Le 21e siècle de la propulsion spatiale, sera-t-il électrique? Propulsion spatiale électrique. Les voitures ne sont pas les seules à miser sur la fée électricité, pour le 21e siècle. Les satellites de télécommunication et d'exploration spatiale connaissent, eux aussi, une véritable révolution. Le CNES met tout en œuvre, pour que l'Europe se maintienne dans la course. Cure d'électricité pour les satellites. Les satellites ne cessent de prendre du poids, environ 300 kg, par an pour les satellites de télécommunication. Et plus de la moitié de cette surcharge pondérale est due au carburant embarqué. Les ingénieurs ont donc décidé de leur faire subir une petite cure d'amincissement, en adoptant une propulsion non plus chimique mais électrique, le CNES travaillant sur cette nouvelle technologie depuis les années 90 à travers le projet Stentor. En remplissant les réservoirs d'un gaz comme le xénon, et non plus d'un classique mélange oxygène-hydrogène liquide, les satellites peuvent espérer diviser leur poids par 2. Pourquoi parle-t-on de propulsion électrique? 1. Parce que les ions de xénon sont éjectés du moteur par un champ électrique. 2. Seul petit bémol, la puissance électrique produite par les panneaux solaires du satellite est limitée, par conséquent, la poussée aussi. Le propulseur à plasma, propulseur stationnaire, PPS marque enregistrée 1350G utilisé pour le contrôle d'orbite, et le transfert d'orbite des satellites et des sondes spatiales. Crédit, Éric Drouin/Snecma/Safran. Vers des satellites télécoms 100% électriques. Certains satellites de télécommunication utilisent d'or, et déjà un moteur électrique, pour se maintenir sur leur orbite géostationnaire. 3. Mais pas encore pour la rejoindre. La raison? La propulsion chimique leur permet de faire le trajet, en une dizaine de jours alors qu'il leur faudrait entre 3 et 6 mois avec la propulsion électrique. Néanmoins, le gain de masse et de coût espéré avec le xénon, au-dessous d'un certain seuil, chaque kilo en moins pouvant représenter une économie de 20,000 €, a fini par séduire les opérateurs de télécom. La course à la propulsion électrique est donc aujourd'hui officiellement lancée. Le constructeur Boeing annonce le lancement des 12 premiers satellites de télécom 100% électriques début 2015, suivi de près par Airbus Défense et Commercial Space. De son côté, le CNES travaille d'or, et déjà sur la plateforme hybride Neosa, capable de combiner propulsion chimique et électrique. Un changement de technologie, qui ne sera pas sans conséquences, sur la conception des lanceurs. Les sondes et les vaisseaux d'exploration planétaire ont rapidement été séduits par la propulsion électrique, la faible poussée n'étant pas trop pénalisante pour les voyages au long cours, et l'endurance de poussée représentant, à l'inverse, un véritable avantage.
Il y a plus de 10 ans, la sonde lunaire européenne SMARIN, réalisée avec le soutien du CNES, démontrait déjà la faisabilité et la pertinence de ce type de propulsion. Lancé en 2003, avec 80 kg de xénon, le moteur de la sonde, 4, a, en effet, pu fonctionner pendant près de 5,000 h. Le prochain projet de l'ESA faisant appel à la propulsion plasmique, est la sonde Bepi Colombo. Son module électrique devrait lui permettre de voyager 6 années durant, pour rejoindre la planète Mercure. Côté vaisseau spatial, la technologie est également très séduisante. Grâce à elle, les Américains envisagent même de rejoindre la planète Mars en seulement 39 jours. Mythe ou réalité? Transportant l'atterrisseur franco-allemand Masco, la sonde japonaise Hayabusa 2 va rejoindre l'astéroïde 1999 Ju grâce à ses 4 moteurs ioniques. Rencontre prévue en 2018. Crédit, DLR. Note. 1. Aussi qualifié de propulsion plasmique ou ionique. 2. Parfois couplé à un champ magnétique. 3. Situé à 36,000 km de l'altitude de la Terre. 4. Moteur à effet ou PPS marque enregistré 1350 G, de la société Snecma. Espace. Posté par Adrien le mardi 24 février 2015 à minuit. Feu vert pour le satellite biomasse de l'ESA. Biomasse aérienne satellite biomasse. Biomasse. Suite à la sélection préliminaire du satellite biomasse en 2013, en tant que 7e mission d'exploration de la Terre de l'ESA, les activités préparatoires sont désormais achevées, et les États membres de l'ESA ont donné hier le feu vert à sa réalisation, en vue d'un lancement en 2020. La mission biomasse étudiera l'une des composantes fondamentales du système Terre, l'état et la dynamique des forêts tropicales. Ses principaux objectifs scientifiques sont les suivants: déterminer la répartition de la biomasse aérienne dans ces forêts, et en mesurer les variations annuelles, sur la durée de vie de la mission. On mesurera la quantité de biomasse, et la hauteur des forêts, avec une résolution de 200 mètres, ainsi que les perturbations des forêts, comme les coupes rases, avec une résolution de 50 mètres, on disposera alors d'un outil précieux, pour la gestion durable des forêts. L'étude de la biomasse tropicale à l'échelle du globe, est déterminante pour mieux comprendre le climat de notre planète. La mission biomasse permettra, pour la première fois, d'explorer la surface de la Terre, en utilisant la fréquence radar, en bande P depuis l'espace. Outre l'étude des forêts, les données devraient être utilisées, pour la surveillance de l'ionosphère, le suivi des glaciers et des inland seas, la cartographie de la géologie de la subsurface dans les déserts, et la topographie de la surface des terrains recouverts de végétation dense. Espace. Posté par Adrien le mercredi 18 février 2015 à minuit. Les futurs véhicules d'exploration spatiale bénéficieront du riche héritage laissé par l'AF. AFIS Amarrage spatial. Le 5e véhicule ravitailleur automatique de l'ESA vient de terminer sa mission à destination de la Station spatiale internationale, IS. Il s'est consumé en rentrant, en toute sécurité, dans l'atmosphère au-dessus d'une zone inhabitée du Pacifique Sud. Rentrée de l'AF-5. Décollage de l'AF-5 sur Ariane. L'achèvement de cette mission, qui a eu lieu comme prévu à 18h30 19h30 heure de Paris, marque la fin du programme de véhicules de transfert automatique, AF. Ce dernier a permis de desservir la station grâce aux véhicules spatiaux les plus complexes jamais réalisés en Europe, lors de 5 vols dont le premier a eu lieu en 2008. Les AF ont apporté plus de 500 kg de cargaison au cours de leurs 5 missions. Ils ont également servi à rehausser l'orbite de la station à plusieurs reprises ainsi qu'à la déplacer pour éviter des débris spatiaux. Ces véhicules ont permis de démontrer que l'Europe maîtrisait l'arrimage automatique, technologie indispensable à la poursuite de l'exploration spatiale. Les astronautes à l'intérieur de l'AF-5. Le dernier AF, baptisé Georges Lemaître, a constitué la plus lourde charge jamais emportée par Ariane 5, lorsque le lanceur a quitté le port spatial de l'Europe, en Guyane française le 29 juillet 2014. Avant le retour de l'AF, l'équipage de l'IS l'a rempli de déchets, libérant ainsi un peu d'espace dans l'installation orbitale. Le ravitailleur européen s'est désamarré le 14 février à 13h44 14h44 heure de Paris, puis s'est placé automatiquement sur une trajectoire lui assurant une rentrée en toute sécurité.